Mesdames, Messieurs, bonsoir. Suspension de la grève des avocats, c'est notre sujet de débat ce soir dans Question d'actu. Après plus d'un mois de protestation et surtout après la réunion du 9 novembre entre l'Association des barreaux du Maroc, l'ABAM, et le ministre de la Justice, l'annonce de la fin de la grève lundi apaise par la même occasion les tensions au sein du corpus des blouses noires, car certains n'adhéraient pas à la forme de contestation choisie par l'ordre. La grève n'est pas nouvelle puisqu'elle fait suite à celle de 2023 et à l'origine des réformes fiscales et législatives, dont le fameux projet de loi de procédure civile proposé par le gouvernement. Ce mécontentement persistant au sein de la profession dénonce des mesures jugées contraignantes et pénalisantes pour les praticiens du droit. Et la grève a été contraignante, cette fois pour les justiciables, car elle a perturbé le fonctionnement des tribunaux, entraînant des reports de procès et un ralentissement dans le traitement des affaires. Retour donc au tribunal et en attendant un compromis final, zoom ce soir sur les points à l'origine de la grogne des avocats avec un membre de l'Association des barreaux du Maroc, l'ABAM, Maître Omar Benjelloun. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Questions d'actu. Merci de m'avoir invité, ma chère Ihsan, mais je précise à vos téléspectateurs que malgré ma fonction au sein de l'ABAM, aujourd'hui, j'interviens dans votre plateau à titre personnel et donc mes propos n'engagent que moi et bien évidemment celles et ceux de mes consoeurs et confrères qui sont d'accord avec mes positions. On sent très bien la précision du juriste, mais vous êtes quand même membre de la BAM. Merci pour la précision. Merci. Nous avons avec nous également un grand expert de droit, parce qu'il est professeur de droit en l'occurrence. Il n'est pas membre de cette association, mais c'est toujours un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Bonsoir, Maître Moustapha Sahimi. Bonsoir. Je soutiens là-bas, mais je vous précise quand même pour les téléspectateurs, je suis également avocat au barreau de Casablanca depuis 2006. Oui, et Maître Benjelloun, avocat au barreau de Rabat et de Marseille. Alors, samedi dernier, Abdelatif Wahbi rencontre les représentants des avocats. Maître Benjelloun, c'est une suspension ou une fin de grève ? C'est une suspension, effectivement, d'une cessation d'activité, car la grève, bien sûr, est une terminologie ouvrière et syndicale. Nous sommes une profession libérale et donc nous avons suspendu notre mission universelle que de défendre à la fois le procès équitable et les intérêts, bien évidemment, des justiciables. C'est une suspension qui se veut un message de bonne foi par rapport à la remise en place des leviers et des courroies de dialogue, bien sûr tel que prévu par la Constitution dans le cadre de la démarche participative entre ce pouvoir exécutif qui est l'initiateur du projet de loi de réforme du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale et bien sûr l'institution représentative des avocates et des avocats marocains qui est l'Association des barreaux du Maroc qui regroupe bien sûr les 17 barreaux en fonction aujourd'hui dans le cadre de la régulation de la mission de défense. Sur quoi apporter le dialogue ? Parce que vous parlez de dialogue. Nous avons bien sûr décidé de suspendre cette cessation d'activité jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce qu'il y ait justement un contenu dans le cadre de ce dialogue. C'est pour cela que nous appelons cela un message de bonne foi, dans le sens où le fait d'avoir rétabli le dialogue... C'est justement la bonne foi aussi qui fait partie des choses qui ont créé et qui ont mené à cette grève, ou comme vous l'appelez, cessation d'activité. Bon, en tout cas, c'est des questions de sémantique, mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez arrêté d'aller au tribunal, pour le faire simple. Absolument. Nous avons quitté les palais de justice du Royaume, justement, pour réhabiliter et honorer un principe constitutionnel qu'est la démarche participative. Quand le gouvernement a répondu présent en mettant en place des mécanismes de dialogue par rapport à ce qu'on pourrait appeler des commissions mixtes entre l'ABAM et le ministère de la Justice par l'intermédiaire des présidents de groupes législatifs au sein de l'Assemblée nationale et de la Chambre des conseillers, eh bien, nous avons décidé... de la Chambre des représentants, pas de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est en France. On est dans les précisions. La Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, effectivement, le Parlement en ces deux chambres par rapport aux deux présidents des commissions législatives qui ont intervenu. On a dialogué justement d'un agenda. On a dialogué d'un agenda relatif à un dossier complet sur 5 grands leviers, que sont les réformes procédurières qui
relève d'un indice de développement lié au procès équitable et à la justice. Vous savez bien que nous sommes, aujourd'hui le Royaume préside la Commission des droits humains au sein de l'Organisation des Nations Unies, et bien évidemment la justice et le procès équitable est un indicateur de développement de l'état de droit. Et donc le procès équitable et la régulation du procès équitable à travers des lois comme le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale, bien sûr, permettent une évaluation absolument objective justement de ces indicateurs. C'est pour cela que les réformes du gouvernement, telles qu'elles ont été fournies par justement le ministre de la Justice, sont assez dangereuses pour cette notation, sans parler bien sûr de la stabilité judiciaire et juridique des citoyens marocains. Donc, réforme, quels sont les autres points qui ont été Les autres points, c'est bien évidemment la fiscalité, peut-être que nous allons en parler, et la couverture sociale par rapport au projet royal général lié à la couverture générale de santé par rapport aux Marocaines et aux Marocains. Et vu que nous avons une spécificité liée à certains mécanismes par rapport au secret professionnel, par rapport à l'existence d'une mutuelle générale des barreaux du Maroc, eh bien, il faudra trouver le compromis entre justement la mise en place de cette couverture générale et l'existant d'exceptions par rapport à la profession d'avocat autour de cette mutuelle et autour, bien sûr, de ces grands principes qui défendent la défense que sont le secret professionnel et d'autres principes universels. Est-ce que, c'est un peu les mêmes revendications qu'en 2023, enfin... C'est un peu les mêmes doléances, revendications qu'en 2023. Pratiquement, vu que la loi de finances, bien sûr, elle change chaque année, donc nous sommes obligés de revenir sur ces dispositions, car malheureusement, peut-être que le gouvernement a la mémoire courte et ne s'inscrit pas justement dans le respect de ses engagements par rapport à cette question de... Donc c'est une réaction au projet de loi de finances. C'est une réaction au projet de loi... cette revendication fiscale. Ceci dit, on s'inscrit dans la préparation du projet de loi de finances. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise. Donc il y a l'aspect fiscal qui... parce que ça a coïncidé aussi avec le dépôt du projet de loi de finances au Parlement. Et c'est là où vous avez entamé votre mouvement de cessation d'activité. Tout à fait. Alors... Professeur Maître Srimi, je voudrais... une réaction avant que... Oui, alors je voudrais relever d'abord un premier point. Pourquoi le dialogue social a été si tardif ? Pourtant, Abdelatif Wahbi, en s'adressant aux avocats, a dit que le dialogue restait ouvert et qu'il ne se soumettrait pas. C'était avant le 9 novembre. Oui, mais il dit ça depuis quand ? Il a dit ça au Parlement la semaine dernière. La semaine dernière. Le 6. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 mois, depuis 16 mois qu'il y a ce projet de réforme du Code de procédure civile qui est dans le circuit ? Il n'y a pas eu de dialogue. L'association des magistrats du Maroc, des avocats du Maroc, a déposé 3 mémorandums qui ont été remis au département de la justice. L'un en 2022 et 2 autres en 2023. Il n'y a pas eu de suite. Et donc, il y a là quelque chose... Même s'il y a eu grève, il n'y a pas eu de suite. Mais cette année, la différence entre cette année et l'année dernière, c'est que... C'est-à-dire la référence au dialogue maintenant et la porte du dialogue qui serait ouverte par le ministre de la Justice reste quand même problématique. Je note que c'est un titulaire qui est fâché avec quasiment toutes les professions judiciaires. On a eu des grèves de greffiers, on a eu des grèves de notaires, on a eu des grèves d'huissiers, etc. Donc on mais peut toutes pas dire... ces professions ont un point en commun. Lequel ? Les revendications. Oui. Non, je vous adresse la question. Ça porte sur des chantiers de réforme qu'il a et des idées qu'il a qui ne font pas l'objet d'une délibération, d'une concertation collective. Voilà le problème. Le nœud, il est là. C'est-à-dire, c'est un responsable qui estime... Avocat de surcroît, de profession. Oui. Le ministre de la Justice, il est bel et bien un avocat. Vous savez, avant qu'il devienne ministre. Vous me permettez de dire un certain nombre de choses. Donc il connaît bien la profession. C'est un ministre. Moi, je le connais. C'est un ministre. Il est un parlementaire, etc. Mais c'est un ministre qui a commencé son premier mois, donc en novembre 2021, en disant quoi ? En disant 90% des avocats payent moins de 10 000 dirhams par mois. Oui, bon. Comment voulez-vous créer un climat ? Deuxième chose, quelques semaines après, 2 semaines après, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je vais proposer un texte pour amnistier les détenus du RIF.
Et il s'est repris, il a rétropédalé 8 jours après en disant « Oui, mais je ne connaissais pas très bien la procédure. Pourquoi ?» Parce que il y a 2 procédures d'amnistie. Il y a la grâce royale, qui est une prérogative personnelle exclusive du souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une interférence d'aucun autre organe et qu'il n'y a pas de délégation. Et il y a l'amnistie, loi d'amnistie, qui, elle, est de la compétence du Parlement. Puisqu'il était dans une nouvelle majorité, qu'il avait cette disposition d'esprit, il pouvait soit, au niveau du gouvernement, demander l'inscription donc d'un projet de loi au sein du gouvernement à faire voter par la majorité, il aurait été voté, soit demander à son parti, à l'époque il était secrétaire général du PAM, de faire une proposition de loi. Donc nous avons là des comportements qui, pour moi, me laissent interrogatif. Maintenant, pour ce qui est de ce qui s'est passé, des revendications, oui, professeur Sremi. Les revendications sont connues. Il y a un certain nombre de réformes qu'il a enclenchées qui portent atteinte à l'accès équitable à la justice. Parlons-en. Lesquelles? De quel procès? Est-ce que le code de procédure civile est pénal? Civil. Nous sommes de procédure civile. Très bien. Alors, c'est quoi le code de procédure civile? Il faut l'expliquer en 2 mots. C'est ce qui permet d'actionner un certain nombre de modalités d'action au niveau de la procédure pour ce qui est des procès. Les délais, les conditions, tout ça, etc. Bien. Il a décidé quoi, entre autres? Il a décidé que ce qui est inédit dans la pratique judiciaire comparée, j'ai fait des recherches, je peux vous dire que c'est le cas, que pour ce qui est des différends qui ne dépassent pas 30 000 dirhams, il n'y aurait pas d'appel. Oui. Et que pour les différends qui atteindraient 100 000 dirhams, et ça a été réduit à 80 000 dirhams dans les amendements, donc il n'y aurait pas possibilité d'aller en pourvoi en cassation. On n'a jamais vu ça. C'est une atteinte aux droits des justiciables. Comment l'a-t-il justifié? Mais il ne justifie pas. Nous avons justifié. Il l'a justifié par rapport à un argument complètement irrationnel et illogique sur le fait que l'apartheid judiciaire que vient de décrire le professeur Sremi, sur le non-appel à moins de 30 000 dirhams et la non-cassation à moins de 80 000 dirhams, c'est par rapport au fait de décongestionner le travail des magistrats au lieu d'aller recruter tout simplement des magistrats. Alors, effectivement, nous avons 4 500 magistrats sur 36 millions d'habitants, c'est extrêmement faible. Donc, au lieu de recruter, nous voyons les lois de finances... presque 5 millions de dossiers en 2023. Pour traiter 5 millions de dossiers, nous voyons la loi de finances, les recrutements qui se font dans la fonction publique, qui ne sont absolument pas rationnels d'un point de vue développementaliste. Donc, au lieu de recruter pour traiter, bien sûr, les 5 millions, eh bien, c'est un apartheid judiciaire qui est mis en place. Mais bien sûr, la raison par rapport à ce que j'appelle cet apartheid judiciaire, eh bien, évidemment, ailleurs, c'est la protection des grands cartels de microcrédit, de banques, de télécommunications par rapport au fait qu'ils ont un contentieux de faibles enjeux financiers et donc d'enjeux de consommation. Mais donc massif, à partir de massif, absolument. Lorsqu'on fait l'addition de ce contentieux massif, ça devient extrêmement important en matière de chiffre d'affaires ou de chiffres litigieux. Et à partir de là, c'est un blocage, comme a dit le professeur Sremi, c'est un blocage des citoyennes et des citoyens à ce qu'ils exercent leurs voies de recours qui sont protégées constitutionnellement et internationalement. Ce que vous dites implicitement, c'est que, d'après ce que vous dites, d'après vos allégations, c'est que le ministre de la Justice protège justement ces groupements Non. Il est vraisemblable. D'une manière ou d'une autre. Il est vraisemblable que le ministre n'est que le porte-parole d'une politique gouvernementale qui clairement est absolument néolibérale. Et de ce fait, le Code de procédure civile répond bien évidemment à ces objectifs néolibéraux. Si vous le permettez, dans le cadre n'est pas la personne qu'il faut mettre en cause. Oui, c'est l'institution. C'est une politique. C'est une politique publique. J'ajoute, si vous le permettez, l'atteinte au monopole de représentation des avocats. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le texte proposé, il a un amendement tout à fait singulier. C'est la possibilité pour un justiciable de base de se faire représenter par une personne de son choix et non plus donc par le recours et la sollicitation d'un avocat. Et oui,
Et oui, c'est quelque chose. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que le citoyen de base qui avait quand même la possibilité de recourir à un avocat peut maintenant se retourner vers son frère, son cousin, etc., pour le mandater. Et là, c'est une fragmentation du système judiciaire, parce que c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus, imaginez. Et à la corruption. Et à la corruption. Un avocat est régi par des règles déontologiques qui sont strictes et qui donnent lieu à des sanctions. Je peux vous donner la liste de toutes les dizaines de sanctions prononcées tous les mois par les 17 barreaux du Maroc. Il y a un travail de sanction qui est fait. Alors donc nous sommes dans cette situation-là. Et puis il y a un autre élément à son actif, à l'actif de cette réforme, tout de même il faut le dire, il faut être juste, c'est le recours à la digitalisation avec une plateforme, ça permet le suivi des plaintes, des procédures, etc. Alors juste pour revenir aux causes profondes, avant de parler des choses positives, peut-être qu'on finirait, si on a le temps, cette émission avec, il y a l'article 10 qui traite de la notion de bonne foi. Et là, ça pose problème. Oui, bien évidemment. Qui va apprécier la bonne foi ? Je complète justement... c'est encore une fois le pouvoir discrétionnaire de qui ? Des magistrats. Des magistrats. Voilà, ça pourrait faire l'objet de plusieurs émissions. C'est une question que vous avez soulevée qui est importante et qui, comme le système Windows, quand vous surfez dans le projet de loi, vous retrouvez ce principe abusif dans plusieurs articles et c'est extrêmement intéressant. Vous avez le recours, l'interjection d'appel peut être soumise à évaluation abusive d'un magistrat, comme quoi elle pourrait être de mauvaise foi. Et donc là, vous avez une amende de 10 000 à 20 000 dirhams. De 5 à 10 000 ou de 10 à 20 ? Et de 10 à 20. Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs barèmes. Dépendamment justement de la procédure. Quand vous êtes en matière d'incompétence naturelle, c'est-à-dire que vous vous défendez par rapport au fait qu'un tribunal est incompétent en matière de compétences matérielles. Eh bien là, si cet argument est soulevé par un de nos confrères et que le magistrat considère que c'est un argument de mauvaise foi, il a le droit, encore une fois, de dresser une amende de manière absolument abusive. Nous n'avons aucune définition de ce qu'est la bonne ou la mauvaise foi. Pire que ça, cette mauvaise foi est incontestable. Ce qui veut dire qu'une décision judiciaire à l'encontre d'un justiciable ou d'un avocat, à l'autorité de la chose jugée, n'est pas passible, d'accord, de contestation par voie de recours qui est encore une fois constitutionnellement protégée. Troisième chose, cette amende, elle est adressée à l'encontre de qui ? Du justiciable ou de l'avocat ? Les deux. L'avocat va venir vous dire, moi je ne suis que le porte-parole de mon client. Le client va vous dire, je ne suis pas expert de droit. Le texte n'est absolument pas clair. Donc nous nous posons la question. Qui a écrit ce texte ? Effectivement, l'objectif de synthèse ou l'objectif consolidé lorsqu'on fait une exégèse de ce projet de loi, c'est bien évidemment de faire dégoûter la population de la justice, de la faire éloigner de la justice par des mécanismes un tant soit peu effrayants ou à la limite dissuasifs, pour ne pas employer d'autres termes beaucoup plus forts. Je reviens sur la question justement de cette ouverture par rapport à la profession d'avocat qui, normalement, est dans tous les textes et les principes de la Havane qui régulent la mission universelle de défense. Le monopole de l'avocat ou le monopole du droit n'est plus entre les mains de l'avocat, mais il est ouvert sur n'importe quel intermédiaire. Cela augmentera... C'est ce que disait le professeur Sami. Oui. Augmentera l'indicateur de corruption, augmentera l'abus de la magistrature et bien évidemment mettra le développement, l'investissement étranger et la croissance, entre guillemets, d'une régression. Vous parlez d'indicateurs de corruption, on n'a pas vraiment les données actuelles sur le niveau de corruption qu'il y a dans ce secteur aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que... On a reculé de 5 points. On a reculé de 5 places, mais on n'a pas de données aujourd'hui qui soient fiables sur le degré de corruption dans le système judiciaire aujourd'hui. Certes, mais c'est un mécanisme qui, de toutes les façons, augmentera
l'indicateur de corruption. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les avocats qui sont régulés par des instances ordinales, prévues par la loi, avec des fonctions juridictionnelles et disciplinaires, eh bien, seront concurrencés par le quidam et par n'importe qui. Ça n'empêche pas les avocats qui sont enregistrés à tout cela à recourir à des pratiques de corruption. On voit des scandales éclater tout le temps. Mais le phénomène de corruption, le phénomène est là. Le phénomène de corruption malheureusement, est partout. il n'est pas quantifié. Existe dans la magistrature, existe dans le notariat, chez les experts, chez les médecins, dans la fonction publique, partout. Et ceci Après, ça dépend de la foi et de la bonne ou mauvaise foi si vous me permettez, ajouter deux points qui, à mon sens, marquent un recul dans cette réforme judiciaire. J'ai parlé des acquis, la digitalisation, l'unification des tribunaux de première instance, etc. Premier recul, c'est la possibilité ouverte par l'article 67, si j'ai bonne mémoire, du Code de procédure pénale, qui donne la possibilité au parquet, en fin de procédure et de manière indéterminée, de remettre en cause le jugement pour des raisons d'ordre public. L'article 17 du Code de procédure pénale. L'article 17 du projet de du projet. C'est extrêmement dangereux. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a un jugement qui a épuisé les voies de recours, donc qui a l'autorité de la chose jugée. Ça ne suffit pas. S'il y a une fragilisation des jugements d'autorité de chose jugée par les juridictions. Et sans délai. Et il y a la porte ouverte donc au parquet sans délai, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, de dire « Ah oui, mais réflexion faite, il y a un problème d'ordre public ». Deuxième recul qui n'est pas suffisamment relevé, c'est... En fait, l'État peut demander l'annulation d'une décision de justice. En gros, pour faciliter le parquet des années 70. Oui, absolument. Deuxième recul, c'est le fait qu'il n'y ait plus la possibilité de demander l'exécution des jugements contre l'administration et contre l'État. Et ça, c'est gravissime. C'est-à-dire, vous êtes exproprié, il y a une indemnité au niveau des juridictions, vous demandez donc l'exécution du jugement et donc des indemnités complémentaires qui ont été revalorisées par la justice. Oui. Vous n'avez plus la possibilité d'exécuter les décisions prises dans ce cadre-là. C'est une situation de non-droit. C'est-à-dire, vous avez des droits, vous avez un jugement qui vous indemnise, qui vous accorde des réparations, vous n'avez pas la possibilité d'exécuter. Et ça, c'est inédit, c'est une régression, et ça n'existe nulle part dans le droit comparé judiciaire. Si je peux ajouter quelque chose au point que vient d'évoquer le professeur Srimi, cette disposition d'interdiction d'exécuter un jugement administratif à l'encontre des collectivités territoriales ou de l'administration, c'est tout simplement une régression constitutionnelle et judiciaire et un assassinat de la justice administrative. Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, avec les partis du mouvement national de l'époque, avait réfléchi à un arbitre entre l'État et le citoyen, et c'était la loi de 92 ou 93 formant et mettant en place les tribunaux administratifs. C'était une belle expérience par rapport, et avec une belle jurisprudence sur les libertés publiques, sur justement la propriété, sur les questions d'expropriation. Aujourd'hui, avec cette disposition mise dans un droit général ou dans une loi générale, c'est tout simplement l'arrêt de mort d'une expérience qui a quand même 30 ans de jurisprudence, et c'est quand même l'un des fleurons et l'une des fiertés de la justice marocaine lorsque nous sommes dans des organisations internationales, dans des forums internationaux, et ça crée aussi une paix judiciaire et une paix civile vis-à-vis des citoyens quand ils avaient cette capacité, et cette garantie de justement de recourir contre l'État. Aujourd'hui, la première entreprise du Maroc, comme partout, c'est la PME, c'est l'artisan. Quand ils ne vont plus souscrire à des marchés, ils ne pourront plus travailler à l'État par crainte, justement, encore une fois, cette logique dissuasive de ce projet de loi pour faire éloigner les citoyens, et c'est encore une fois un facteur d'augmentation de la corruption. Pourquoi ? Parce que les élus, tout simplement, choisiront qui voudra travailler avec eux, parce que de toute façon, ils vont les payer ou ils pourront exécuter un jugement. Qu'en est-il aussi du contrôle de légalité du wali ? Le contrôle de légalité du wali par rapport aux élus communaux, c'est un peu en droit comparé, l'article L123, L125 du Code général des collectivités territoriales français. Demain, un jugement en faveur de la wilaya pour la résiliation. Qui c'est qui va l'exécuter ? Tout ça est pensé par qui ? J'imagine par des Sherpas qui n'ont absolument qu'une lecture économique, voire financière, très restrictive de ces projets de loi, alors que ce sont des projets de loi qui honorent l'ordre constitutionnel et l'ordre public dans notre pays. Et je vais le dire, c'est une disposition, je pèse mes mots, scélérate. Tout à fait.
qui est une régression inacceptable dans notre système juridique et dans la construction institutionnelle que nous voulons consolider. Absolument. Très bien. Maintenant qu'on a passé en revue les principaux points à l'origine donc de la grogne des avocats, il y a les autres points qui sont liés à la fiscalité des professions juridiques et judiciaires aujourd'hui, elle est pointée du doigt. Pourquoi ? C'est avec vous qu'on avait dans ce plateau fait une émission avec les représentants des professions libérales. Des professions libérales, effectivement, oui, c'était très intéressant avec les notaires, les comptables agréés, les architectes, je crois, et moi-même sur les instances ordinales. Aujourd'hui, ce qui encore une fois prête à confusion, c'est cette lecture restrictive de ceux qui mettent en place les différents projets de loi, dont le projet de loi de finances, et qui amalgament la mission universelle ou les missions universelles comme la médecine ou la défense à de simples services relevant du GATT ou relevant de l'OMS ou des simples services mercantiles. Et donc, il y a des raisonnements de TVA qui s'imposent. Surtout du Code général des impôts. Qui s'impose. Non, mais le Code général des impôts répond à une philosophie. Là, c'est pas de la là, on est dans la fiscalité. Mais quand vous imposez, pardon, mais quand vous juste donnez-moi 5 secondes. Quand vous imaginez, quand vous percevez, quand vous croyez que vous faites de la plus-value sur une prestation compensatoire d'une femme divorcée, ça veut dire que vous n'en avez rien compris à la justice. Quand vous croyez que vous faites de la plus-value en défendant un salarié smicard dans une petite entreprise, que vous taxez à 20%, parce que qui c'est qui va payer les 20%? C'est pas l'avocat. Bien évidemment, il va transposer cet impôt sur son client. Donc nous sommes dans une logique financière qui ne répond absolument pas à tout le cumul droits de l'homiste et constitutionnel que nous avons vécu depuis 30 ans. C'est une rupture épistémologique que nous devrons absolument C'est une marchandisation arrêter. De la justice et des professions d'avocats. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Maître Srimi. Merci, Maître Benjeloun. Le temps de l'émission est malheureusement terminé. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes.